Alors, Carlos Budongo, bonjour. Bonjour Michel. Tu es membre de la CGL, enfin tu l'as été jusqu'au moment où tu as été élu. Dans un souci de neutralité, tu as arrêté d'être membre de la CGL, mais tu nous suis toujours et tu es toujours à la tête, quelque part, à la CGL. Ta situation nous intéresse beaucoup parce que tu fais partie des gens qui viennent des quartiers et qui ont réussi une ascension sociale que je trouve assez extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je t'ai proposé de t'enregistrer et je souhaite que tu nous parles un petit peu de ton parcours de vie qui t'a amené des quartiers à l'Assemblée nationale. Donc merci encore pour nous permettre de faire cette interview. Donc je suis né à Villers-Belle, à la clinique Bellevue, et j'ai grandi dans le quartier derrière les murs. C'est dans le même quartier que j'ai créé la méga des locataires par la suite. Mais en étant un enfant des quartiers de Villers-Belle, on a toujours lutté contre les injustices. Et aussi on a toujours tenté de s'organiser. Parce qu'on était dans des maisons de quartier, on faisait des sorties entre nous, avec les plus grands, avec les plus jeunes aussi. Quand on prend l'âge, on s'habitue à ça, cette solidarité. Parce qu'on est un peu dans un système où on n'a pas accès à tout. On est proche de Paris, à 15 km. En même temps, on est très loin de Paris, des musées, de toutes les sorties qui peuvent être possibles. Et dans cette incapacité de pouvoir s'épanouir, on a le sport qui nous permet de se rassembler et d'avoir de belles performances. Et on a aussi des activités qu'on peut faire entre locataires. Ça peut être des barbecues, des moments de solidarité, on a des fêtes. Quand il y a un mariage à côté, tout le monde vient. Quand il y a une fête religieuse, tout le monde se réunit. Et aussi, quand il y a des luttes, c'est important de pouvoir se réunir et de réclamer ses droits. C'est pour ça que je remercie la CGL, parce que moi j'étais très jeune quand on a créé notre amicale, qu'on avait du mal à se faire entendre par le bailleur. Et on a eu le département de CGL du 9-5 avec Ahmed, qui nous a beaucoup accompagnés. Ça nous a permis d'avoir des réponses du bailleur. C'était pour nous une grande victoire, parce que quand vous écrivez à un bailleur et il ne vous répond pas, vous avez un sentiment d'injustice. Mais dès lors, vous avez une amicale des locataires qui est affiliée. La réponse est obligatoire et après ça a ouvert sur plein de choses. Ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, sans peut-être t'en rendre compte, tu as décrit ce qu'était la vie dans les quartiers. La solidarité, les mariages, les gens qui se rapprochent, etc. Et c'est des choses que, j'ai envie de dire, les décideurs politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir ne connaissent pas et ils projettent sur les quartiers une image qui est complètement fausse. Tu viens de rétablir un certain nombre de choses parce que les quartiers, c'est aussi ce que tu as dit. Et je retiens un mot dans ce que tu as dit, c'est le mot de solidarité. Exactement ça, et comme on dit aussi, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et en fait, c'est toute l'auto-organisation qu'on a mis en place, qui se fait naturellement. Il n'y a pas une charte d'un quartier populaire, mais les gens le font naturellement, spontanément, de par notre éducation. Et c'est ce qui nous rend plus forts. Moi, je suis convaincu, à chaque fois que je suis à l'Assemblée nationale, je discute avec des ministres ou autres, je suis convaincu que de par mon expérience, et tous ceux qui me ressemblent et qui viennent des quartiers sont meilleurs qu'eux parce qu'on est résilients. Devant différentes difficultés, on sait répondre présent. Quand ces personnes-là qui ont été toujours dans les écoles privées ou dans un cercle privilégié du 7e ou du 6e arrondissement, demain, devant une difficulté, ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Nous, tu peux tout nous faire, on sait le faire. On sait nous payer des repas, on sait partager parce qu'on dit, bon, si mon voisin du dessus n'a pas mangé, je suis capable, moi, de manger qu'à 50% ce soir. C'est ça, en fait, l'avantage qu'on a, et c'est une force. Et tu as parlé d'éducation. Tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Parce que l'éducation, c'est aussi une transmission. Je pense que mes parents m'ont apporté l'amour du prochain et le partage. Parce que, encore une fois, je reparle du quartier, mais il n'y a même pas de clé sur les portes. La porte est ouverte. En fait, déjà, comme les appartements sont petits, ils sont rapprochés, quand il y a du bruit chez le voisin, tu entends. Quand l'autre se fait gronder, tu entends. Quand ils sont heureux, tu entends. Donc ça crée aussi une ambiance particulière où on essaie de mettre de la gaieté dans le panier et tout le monde se connaît. Donc chaque parent a un lien particulier avec l'autre parent qui est à côté. On a, on va dire, aussi les mêmes métiers. En France, il y a une ségrégation sociale où vous allez travailler, si vous travaillez par exemple à Renault à l'époque de Boulogne-Billancourt, tout le monde habitait au quartier des Ponts-de-Sèvres. Donc c'est tous les mécaniciens qui étaient dans ce quartier-là, donc on sait combien mon père va gagner, on sait combien ton père gagne, ta maman gagne, tout le monde est pareil, tout le monde est déjà à la même enseigne. Et donc je pense que nos parents, de par leur expérience, leur arrivée en France, moi, en début des années 80, et ils ont directement inculqué nous les valeurs de l'école républicaine, la laïcité, le partage, chacun peut croire à sa religion, et aussi mes parents étaient très regardants sur l'école, comme ma mère aimait beaucoup l'école, elle n'avait pas pu continuer l'école parce qu'elle était enceinte ensuite, elle voulait qu'on ait des bons résultats. Et je pense que c'est ça qui nous a appris, je pense aussi à la solidarité. Et peut-être aussi le fait de travailler à l'école. C'est ce que je ressens quand tu parles de tes parents et de ta maman, c'est ce que tu dis,
qui était assez soucieuse de tes résultats scolaires, parce que tu es d'abord passé par l'école primaire, enfin l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée. Ouais. Moi, je suis le dernier d'une famille de 6 frères et sœurs, avec mes grandes sœurs qui avaient toutes fait des longues études. Mes parents étaient très regardants là-dessus parce que mes parents n'ont pas eu de diplôme. Ouais. Donc ils ont voulu tout de suite que leurs enfants aient des diplômes. Pour eux, c'était une sécurité. Nous, on n'a pas eu de diplôme, au moins nos enfants ont des diplômes. Ouais. Donc ils ont vraiment bataillé là-dessus. Mes sœurs ont tutu à chaque fois un master. Après, en 5e position, il y a mon frère qui arrive, qui était moins studieux, parce que lui, il était plus manuel, qui fait un BEP climatique, chauffagiste. Il démarre pas mal du tout, ensuite il fait un bac pro. Et moi, j'étais mi-technique, mi-studieux. Et mes parents m'ont tiré au maximum vers le haut pour que je fasse quand même un peu d'études. Donc j'ai pu quand même accrocher une licence en marketing négociation, fonction énergie renouvelable. Et après, j'aurais pu continuer en master, mais il fallait que je travaille. Et pourquoi tu n'as pas continué là-dedans? Parce que finalement, tu as basculé dans la politique. Parce qu'en fait, la politique, j'en ai fait tous les jours. Dans un quartier qui en lutte pour les inégalités, on avait des grands dans le quartier. Il y a Raïd Zougag, un ami qui m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse. Au travers de ces engagements-là qu'on a dans la ville, indirectement, ils sont associatifs, mais c'est politique. Parce qu'en fait, une aspiration, une volonté et une ligne qu'on se donne quand on a un projet associatif, en même temps, c'est de la politique. Parce que ça, c'est in fine, c'est ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Et le Raïd qui t'a beaucoup aidé, il t'a aidé en quoi? Plein de choses. À lutter, parce qu'en fait, parfois, on est résigné dans les quartiers. On a plein d'injustices qu'on subit. On se dit, bon, c'est une fatalité. On demande à la ville d'à côté, moi, si je le subis, bah, c'est normal, alors on ne dit rien. Après, il ne faut pas rien dire. Il ne faut pas se taire. Il faut lutter pour ses droits. C'est quand on lutte, on obtient des droits. Et en fait, la France aussi, c'est un pays de revendication. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont levés et on dit stop. Absolument, oui. C'est quand il y a un ordre établi qui est là et on accepte. On se fait écraser par une machine qui est plus forte que nous. Parce que tout est plus fort que nous quand ils sont plus forts, ils sont organisés. Après ma licence, ma mère était très malade d'un cancer, elle est décédée. Donc il fallait que je travaille et j'ai pas pu continuer mes études. Mais si la composition du foyer et de la famille était sereine, j'aurais pu continuer, mais c'était plus en condition de continuer. Tu aurais pu continuer et tu serais peut-être pas député de la République aujourd'hui. Peut-être pas, peut-être que je serais dans le privé, dans quelque chose ou autre. C'est la vie, c'est les hasards de la vie qui font ça. Et alors après, comment est-ce que tu as rencontré la CGL? Encore une fois, c'est Raïd Zougag, on était en difficulté. Encore lui? Encore lui. On était en difficulté parce qu'on avait des soucis avec le bailleur CDS Habitat, que j'aime beaucoup, et on n'avait pas de réponse. Allez, je dis, on a organisé une association, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Il me dit, écoute, j'ai un ami Ahmed qui est sur Argenteuil, il faut absolument que vous soyez affilié. Une fois que vous êtes affilié, parce que moi, j'ai jamais fougueux. J'allais voir les bailleurs, je vais te donner des réponses, il n'y a pas de réponse, je fais des courriers recommandés à mon nom. Ils ne me répondaient pas parce que je suis personne. Je dis bon, ok. Et en fait, j'avais comparé les logements sociaux de Paris. Parce que moi, j'avais étudié à Paris à l'ICD Moulineau pour mon BTS et pour ma licence. Et puis les bailleurs, c'est des habitats, mais ça c'était super bien. C'est pas possible. J'ai le même bailleur. Ma ville, la ville est belle, décadence, rien ne se passe, rien ne se fait. Vous avez le même bailleur à Paris, à l'ICD Moulineau, et tout va bien. J'ai dit ok, j'ai compris, on va revendiquer. Et après, Raïd m'a dit forcément qu'il soit affilié. Il m'a dit j'ai un ami à la CGL. Derrière, on s'est affilié à la CGL. Ahmed nous a reçu à Argenteuil. On a fait ensemble des statuts, etc. Et ça a été très rapide. Et dès lors où on a eu tous ces éléments-là, le bailleur a commencé à nous répondre tout de suite. Dès qu'on a eu l'affiliation, c'était tout de suite. Et moi, j'étais super heureux. Je suis parti voir les locataires avec qui on s'organisait ensemble. On a dit voilà, on a une réponse. Ça avance. Et là, on était respectés. Ça aide beaucoup. Et ça t'a aidé beaucoup dans ta progression. Alors après, donc, tu as été le président de l'association de ton quartier. Exactement. Bon. Et après, tu es venu à la politique. Ça s'est passé comment? J'en étais quand même déjà, avant d'avoir l'amicale. Mais c'est dans ces luttes-là, après, on avait souvent les élections municipales en 2014 et 2020, où j'étais toujours suivant une liste. Et après, il y a eu les élections régionales. Pareil, avec Raïd Zougag, on était sur les luttes écologistes. Je suis en fermement de l'écologie populaire. Et on avait une lutte par rapport à Europa City. Donc on partait depuis des années pour dire qu'on voulait un autre projet, plus vertueux, et qui rentre en ligne de compte, et un projet écologique, un projet social aussi. Parce qu'avoir un grand Europa City comme ça, au milieu de nulle part, c'est pas une réponse face à des villes, un gros taux de pauvreté, un gros taux de chômage. Moi je voulais soit mettre une école, pourquoi pas un Sciences Po à Villebel, le centre de jeunesse, pourquoi pas une antenne, et c'est possible. Et ben non, ils voulaient nous mettre des commerces et tout ce qu'on veut pour qu'on consomme et qu'à chaque fois on soit mis au plus bas. Malheureusement, ce projet, bien heureusement, ce projet a été arrêté. Malheureusement, aujourd'hui encore en flou total pour savoir ce qu'il va y avoir dans le triangle de Gonesse. Et j'avais rencontré à ce moment-là le collectif de campagne de Clémentine Autain,
Oui. Mon sélection régionale. Moi, j'étais insoumis depuis fin 2020. Et ensuite, ils m'ont repéré sur cette lutte. Et j'étais candidat aux élections régionales, en 5e de liste sur la liste du Val d'Oise, parce que c'est par département pour les élections régionales. Et à la suite de ça, j'étais chef de file en 2022 pour les élections présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon, toujours la France Insoumise. On a fait une très belle campagne. À chaque période de ma vie, j'ai rencontré des gens avec qui on a fait des événements associatifs. C'est même personnes qui ont fait campagne avec moi au moment des événements. Toutes les séquences de ma vie où on s'organisait dans mon quartier, dans la ville, ensuite dans les villes, parce qu'au final, dès qu'on a réussi à faire des projets associatifs qui étaient vertueux sur l'île-Belle, directement il y a des villes à côté, Sarcelles, Garges, on va impacter, nous on va sortir. Ces mêmes personnes-là, à un moment donné, quand il a fallu engranger des victoires politiques, ils nous ont rejoints et ça a fait ça. Au mois de juin, j'ai été élu député, je suis très heureux. Un député de la République qui vient des quartiers populaires, c'est quand même pas commun. Pas commun du tout. C'est pas commun. Tu as parlé à un moment d'écologie populaire. C'est quoi ce concept, l'écologie populaire? C'est l'écologie du quotidien. C'est faire face au gaspillage alimentaire. C'est même sur les DLC, expliquer aux gens, voilà, quand il y a une DLC, c'est quoi une DLC? C'est la date que vous avez sur la limite de consommation. Ah oui, d'accord. Sur les produits. DLC de la limite de consommation. Oui. Moi, j'ai sensibiliser les commerces des villes à côté et de ma ville. Quand ils ont des produits qui vont être expirés où les DLC arrivent à 2 jours, vous ne pouvez plus les vendre. Faites-moi signe, vous nous appelez, on vient les récupérer avec le camion et nous on les distribue à tous les voisins. Sans demander aux gens quels sont vos revenus. C'est ce que tu as fait à l'époque. C'est ce qu'on a fait à l'époque parce qu'en fait, on sensibilise là-dessus. D'abord les commerces, ensuite les familles sur le gaspillage. Puis les familles puissent dire aux enfants, on ne pourra pas aller dans le fast-food tous les week-ends ou tous les jours parce que ça coûte cher. De pouvoir, quand vous avez des légumes, si ils sont pourris, il faut juste couper ce qui est pourri, derrière en faire une soupe ou autre. Mais derrière aussi en termes d'énergie, couper l'eau, le chauffage, à quel moment l'allumer, à quel moment l'éteindre. Là, c'est l'écologie du quotidien. Parce qu'en fait, ça permet de faire des économies. Parce que les gens, quand vous leur parlez d'écologie à la télé, mais avec des grandes phrases, etc., et c'est très loin, ça ne parle pas. Il faut parler d'une écologie qui permet de faire des économies au quotidien. C'est ça le concept d'écologie populaire. Effectivement, j'ai envie de te dire, quelle différence et pourquoi avec les discours qu'on entend. Et pourquoi j'en veux aux bailleurs, c'est que moi, par exemple, à la télé, je constate qu'il y a des poubelles, aujourd'hui encore, il y a un souci là-dessus. On a des poubelles où on fait du tri, et dans les bailleurs sociaux, dans les quartiers populaires, c'est les seules poubelles où on met tout dans la même benne. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. On a des poubelles vertes, jaunes, grises qui existent, mais dans les quartiers populaires, aujourd'hui, c'est les seuls endroits où, des fois, il y a un seul conteneur pour tout, il n'y a pas de tri. Pourquoi? Et ça, c'est parce qu'il faut l'impulser. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, ils ne pouvaient pas le mettre en place, et je disais, ouais, mais mettez-le en place. Le bailleur me répondait, non, mais ici, les gens ne le font pas. C'est pas une réponse. Oui, ce qui montre le regard du bailleur sur les populations de ces quartiers. On a mis une pression énorme à Sigidurs, ici. Enfin, même des campagnes de porte-à-porte pour expliquer aux gens. À un moment donné, on a eu des conteneurs qui étaient enterrés, qui étaient mis comme ça, mais sans explication. Vous mettez des conteneurs en place, enterrés, qui vont ensuite, vous n'avez plus de KGMI pour les poubelles. Donc la contenance va changer. Allez expliquer déjà aux locataires que maintenant, sa poubelle, il faut mettre des 50 litres qui rentrent dans le conteneur. Parce que nous, avec les poubelles, on avait quoi? Les gens continuaient à avoir des 100 litres. Et ça ne rentrait pas au final dans la bouche. Ah oui, évidemment. Donc au final, la bouche, elle était remplie au final de sa poubelle tout autour, à l'intérieur. Parce que quand on met un truc en place, il faut la mettre d'une pédagogie particulière. En fonction de ton passé, de ton expérience, de ce que tu as vécu dans ton quartier et dans ton ascension sociale, aujourd'hui, en tant que représentant du peuple à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que tu peux apporter dans le domaine du logement? Dans le domaine du logement, il faut constater qu'on a au moins 100 ans de retard. 100 ans de retard. Il y a une bombe sociale qui explose tous les jours. On avait eu l'AMF, l'Association des maires de France, qui avait signalé que par rapport au logement, chaque maire de France était submergé de demandes. Alors en Ile-de-France, je n'en parle pas, et dans ma circonscription précisément. Et cette bombe sociale, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il faut absolument construire du logement. Il manque 2 millions de logements en France, moins 1 million en Ile-de-France. Tout a été concentré à Paris, dans la région Ile-de-France, par rapport au travail, etc. Les mobilités ne permettent pas parfois d'habiter dans l'heure et de travailler sur Paris. Ça ne permet pas aussi d'habiter à Clermont-Ferrand, d'habiter à Paris avec un TGV ou autre à 1h30. Donc tout est à Paris, les gens travaillent en région parisienne, habitent en région parisienne, mais il n'y a pas assez de logement. Tu abordes là des thèmes qui me sont très chers, mais qui sont aussi très chers à la CGL. C'est l'aménagement du territoire. Et deuxième idée, c'est le désengagement de l'État du domaine du logement. Comme j'ai coutume de le dire, la situation en France dans le domaine du logement va à peu près bien quand l'État s'investit fortement dans le logement, et notamment dans la construction de logements sociaux.
À partir du moment où l'État se désengage de cette construction, il y a des crises. Et ça, quand on regarde l'histoire du logement en France, depuis plusieurs siècles, c'est comme ça. Et j'ai coutume de dire aussi, quand je participe à des réunions diverses, que les Français sont les Français. Les Français, c'est pas les Allemands, c'est pas les Anglais, c'est pas les Américains, c'est les Français. Avec leur culture, avec leur manière de faire. Et en France, on a l'habitude que l'État intervienne. C'est comme ça, c'est dans nos gènes. Et toutes les grandes choses qui se sont faites dans notre pays, elles se sont faites parce que l'État a été derrière et a impulsé les choses. Quand l'État laisse la main au secteur privé, eh bien, ça donne ce que ça donne dans le domaine du logement. Donc, la deuxième raison de la crise du logement aujourd'hui, c'est quand même que l'État s'est désengagé de ses devoirs et on voit la crise actuellement. Et ça s'est fait au cours de plusieurs décennies où ce qu'on appelle habituellement la gauche comme la droite ont participé à la gestion du pouvoir et se sont insérés dans cette logique-là. Le résultat aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il suffit de se promener à Paris le soir pour voir dans les quartiers chics des gens qui dorment devant les commerces, etc. C'est quand même dramatique qu'une puissance économique comme la France en arrive là. Septième, et il n'y a pas si longtemps, on était la 5e. Hein. Donc, toi, en tant que député, qu'est-ce que tu pourrais faire avancer avec l'aide d'associations comme la CGL d'ailleurs? Nous, on a toujours cherché à interpeller les différents ministres. On a vu déjà que le gouvernement a mis tellement de temps à trouver un ministre du logement et pour qu'on ait l'évocation de son discours de politique générale, le ministre Gabriel Attal évoque que pour la loi SRU, au lieu de la faire respecter, nous on voulait que cette loi est intéressante. Moi je veux qu'elle soit respectée par tous les élus de France, par les 33 000 communes qu'on a en France, juste 25%, pour éviter aux communes populaires d'avoir 70% de logements sociaux. Si l'élu de la côté respectait les 25%, et ben ce qu'il a trouvé à dire aujourd'hui par rapport au logement, c'est d'inclure dans les 25% de logements sociaux, d'inclure le logement intermédiaire. C'est encore ça. C'est une fausse idée qui va permettre à des maires qui préfèrent payer une amende de se défausser encore plus largement. Et moi, j'en veux à ces politiques qui parlent de logement social comme d'un problème. Je sais pas, quand on voit une barre HLM, pourquoi directement ça veut dire problème? Et les maires disent, je veux pas d'HLM, je veux pas de problème. Pourquoi ramener problème à HLM? Moi, j'ai connu un temps où des enseignants, parfois qui venaient travailler, parce qu'aujourd'hui, un enseignant en France, années 80, un enseignant c'était 2,5 SMIC. Aujourd'hui, un enseignant débutant, c'est 1,1 SMIC. Un enseignant qui veut pouvoir payer un logement quelque part, je pense qu'il va donner un bon HLM. Oui, mais c'est tout à fait possible. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que 70% des Français sont éligibles, d'après leurs revenus, à un logement social. Donc il ne faut pas non plus stigmatiser les logements sociaux et dire c'est des logements... Dans les médias et politiquement, à chaque fois, quand on parle d'HLM, c'est pour parler, pour une insulte. Toujours pour dénigrer une personne. Moi, je connais des personnes qui gagnent bien leur vie, par exemple, ils vont aller vers intermédiaire, ils n'ont pas envie de devenir propriétaire. C'est aussi possible. En tout cas, dans tout ce que tu viens de raconter, je me dis, mais franchement, quel beau parcours que tu as eu. C'est que le début. Pour des quartiers jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est un super parcours. Et j'ai envie de te dire, bravo pour ton parcours. Continue. Et continue surtout sur la ligne idéologique sur laquelle tu es, qui a été construite et enrichie par toutes les expériences que tu as eues dans ton quartier. Bravo encore, Carlos. Merci beaucoup, Michel. Merci à la CGL. Et vous aussi, bonne continuation dans vos combats. Et vous avez mon soutien entier. Et je pense qu'on aura encore des belles pages à écrire ensemble.